Je remercie Pierre Cernat de m'avoir invité à prendre la parole devant vous dans cette conférence Hollard. J'ai peu pratiqué les travaux d'Hollard, c'est pour moi un nom, mais j'ai très tôt, le hasard, j'ai très tôt lu son livre sur Taine, historien de la Révolution française. Et c'est un livre que j'ai lu avec délice, parce que c'est un livre drôle, et c'est un livre juste, qui souligne à mes yeux l'un des premiers devoirs de tout chercheur, devoir auquel Taine a presque systématiquement manqué. Ce devoir, c'est de permettre aux chercheurs d'après de travailler. Travailler contre, travailler pour, travailler à côté, mais travailler. J'avais fait connaître ce livre à Michel Foucault et j'avais attiré son attention sur une remarque que fait Hollard sur la technique des références qui font obstacle. Hollard souligne la manière dont Taine organise son système de référence, et il les organise de telle manière qu'en fait, on ne peut pas vérifier. En apparence, tout est donné, mais en réalité, ça n'est pas vérifiable. Et Hollard explique très bien pourquoi. Il note en passant qu'il y a un peu trop souvent des références du type, là je cite Hollard, du type, entre guillemets, bollandiste, passime. Quand on sait ce que c'est que les bollandistes, c'est-à-dire des milliers et des milliers de pages, une référence du type bollandiste, passime, le mot latin ne signifie rien d'autre qu'on ne donne pas les pages, on ne donne pas les numéros de pages. Et quand il y a des milliers et des milliers de pages, ne pas donner les numéros de page, c'est empêcher la vérification. Et ça avait fait beaucoup rire Michel Foucault. Je me suis permis de penser à l'époque, parce que j'étais un petit peu ironique parfois à l'égard du travail de Michel Foucault, que j'admirais beaucoup, qu'il peut-être, ça le faisait rire, parce que ça lui renvoyait aussi son propre usage des références. En tout cas, pour moi, ça a été une leçon. Dans quel que soit le travail que je puisse faire, si la question de la référence se pose, j'essaie d'éviter la référence grand seigneur du type on sait que, on se souvient que, sans donner le numéro de la page, ou les références du type effectivement bollandiste passime, c'est-à-dire, vous voyez, quelque part, Descartes dit que... Non, il faut être précis. Et pourquoi faut-il être précis? Pas pour soi. C'est pour que le travail puisse continuer après. Et le travail qui doit continuer après, s'il doit être votre propre réfutation, eh bien c'est tant mieux. Et c'est à ça aussi que sert la référence précise. Cela, je l'ai appris chez Hollard par le biais de ce texte qui est un exemple rare, d'un humour rare aussi, mais quand il est réussi, il est remarquable, c'est l'humour universitaire. La manière qu'ont les universitaires de se moquer de leur propre travers de professionnels. La Révolution française et le récit, pour moi, la question se pose pour deux raisons au moins. La première, c'est que l'événement a transformé le récit de prose en langue française. Fondamentalement, il a transformé le roman de langue française. Avant la Révolution, le roman, il y a de très grands romans de langue française, se situe sur deux versants, soit la description d'un univers imaginaire, éventuellement
se présentant comme situé dans un passé précis, on pense à Madame de Lafayette, mais il est assez facile de voir que ce passé est un passé fantasmé. L'autre versant, c'est la création plus exactement l'analyse de la société contemporaine telle qu'elle est, avec ses vices et ses travers. Vous avez cela, par exemple, ces chefs-d'œuvre peu lus, mais qui sont des chefs-d'œuvre, le roman comique de Scarron, le roman bourgeois de Furetière, et beaucoup plus connu, bien entendu, les Liaisons dangereuses de Laclos. La Nouvelle Héloïse, de façon très intéressante, se situe sur les deux versants. D'un côté, un univers qui est la société française du XVIIIe siècle, et de l'autre, un univers idéal, imaginaire, construit autour de deux hommes qui aiment la même femme, l'un qui est le mari, l'autre qui est l'aimé de l'épouse. Je me souviens avoir vu en Allemagne de l'Est, à l'époque où l'Allemagne de l'Est était encore la RDA, un hommage rendu à la Nouvelle Héloïse, présenté comme le premier roman qui avait inventé le kolkhoz. Et de fait, l'organisation de la vie agricole dans la Nouvelle Héloïse annonce quelque chose que l'on peut, si l'on veut, chercher à reconnaître dans le kolkhoz. Ce qui se passe avec la Révolution française, c'est que l'objet privilégié du roman de langue française devient non pas la société, mais la transformation sociale, c'est-à-dire la société en tant qu'elle se transforme. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'un grand malentendu a pesé concernant Balzac. Balzac a passé longtemps pour un auteur qui décrit la société de son temps, et Marx a eu parfaitement de raison de dire « pas du tout ». Et Lénine, après Marx, l'a redit, Balzac est en train de décrire la société en tant qu'elle se transforme en ce qu'elle va être. Ça n'est pas un miroir qui se promène le long du chemin, c'est autre chose, quelque chose, appelons-le un appareil d'optique qui permet de mettre en quelque sorte, appelons-le en perspective, bien que le mot soit pas le meilleur possible, ce que le miroir capterait en quelque sorte dans l'instant. Le présent est saisi entre un passé dont il diffère radicalement et un avenir qui est tantôt présenté dans une sorte d'indécision, ou tantôt se confond avec le présent lui-même parce qu'il est déjà dans le présent, mais en le contredisant en quelque sorte. Mon hypothèse, l'hypothèse que j'avancerai devant vous, c'est que cette exaltation de la transformation sociale comme objet privilégié du roman a quelque chose à faire avec l'expérience qui a traversé la société française à partir de 1789, et qui ne s'est pas arrêtée, comme vous le savez, en 1815, puisque la société française a continué d'être travaillée par les effets de la Révolution. Je dirais même que accepter ou refuser le modèle transformationniste a été, pour le roman de langue française, un choix absolument décisif. D'un certain point de vue, je dirais que le roman de la NRF devient, en tournant le dos, avec admiration le cas échéant, en tournant le dos
au roman de la transformation sociale, devient un roman qui suppose le fixisme social. Et je considère comme un symptôme tout à fait remarquable que parmi les romanciers populaires, je veux dire les romanciers que tout le monde lit, que tout le monde achète, le seul qu'André Gide portait au nu, c'était Georges Simenon. Or, Simenon, quand on le lit avec attention, est un romancier du fixisme social. Tous les coupables, chez Simenon, ont commis le crime de vouloir changer de couche sociale, soit en s'élevant, soit en s'abaissant. Le commissaire Maigret est un commissaire à la fixité sociale. Est-ce que cela a un rapport avec un propos que Brice Parrain rapporte et qui a été tenu au sortir de la guerre de 14, enfin juste après la guerre de 14? Il y a eu à ce moment-là une grande réunion à l'école normale de la rue d'Ulm de ce qu'on peut appeler les pères fondateurs intellectuels de la République. Gustave Lançon, Seigneur Bosse, les historiens, des philosophes, enfin ceux qui avaient survécu à la guerre, certains étaient morts, bien entendu, au combat, ou de vieillesse, mais enfin, il restait un noyau de ceux qui avaient conçu le versant, le programme de pensée, le programme de travail intellectuel de la République, de la Troisième République. Et ils ont réfléchi. Ils ont dit, après la guerre, ce qui vient de se terminer, il y a des pays qui devront changer. Bien entendu, les pays vaincus devront changer, ne serait-ce qu'à cause de la défaite. L'Empire allemand est tombé, l'Empire russe est tombé, l'Empire autrichien est tombé, toute l'Europe centrale va entrer dans des systèmes de gouvernement totalement différents, la plupart d'entre eux sont des républiques. La Grande-Bretagne devra changer parce que le système de la grande aristocratie chrétienne, la grande aristocratie terrienne ne va pas survivre à la guerre, ce qui est d'ailleurs vrai, c'est ce qui s'est passé. Et la France. Réponse, en France, rien ne changera parce qu'il n'y a rien à changer. Voilà le diagnostic que portent en 1918, peut-être 1920, mettons, les plus grands esprits, historiens, philosophes, spécialistes de l'histoire littéraire, sociologues de langue française sur la France de ce moment-là. Ce choix du fixisme, peut-être a-t-il eu des conséquences sur la montée du roman français qui existe encore aujourd'hui, qui est un roman de la fixité sociale, par opposition à une tradition du roman de la transformation sociale, dont je ne pourrais pas citer aujourd'hui, en tout cas, de grands exemples ou d'exemples qui emportent une adhésion aussi massive que Balzac ou Zola avaient pu l'emporter. La deuxième raison pour laquelle je crois que la question du récit est importante pour la Révolution française, c'est que la Révolution, et c'est vrai aussi pour l'Empire, mais c'est plus frappant pour la Révolution, parce que pour l'Empire, ça a commencé par l'empereur lui-même, si j'ose dire, qui s'est raconté dans le mémorial de Sainte-Hélène. Mais pour la Révolution, c'est plus frappant, parce que beaucoup d'acteurs majeurs étaient morts, avaient été guillotinés.
Ce qui est frappant, donc, pour la Révolution, c'est que la Révolution a d'emblée demandé à être racontée. Soit à se raconter elle-même, ne serait-ce que par les comptes rendus de séance, qui étaient placardés sur les murs, à une époque où pas mal de Parisiens savaient lire, d'après les informations qu'on a maintenant, soit dans la presse, tout simplement, où on avait des résumés, des débats. Ça veut dire que le récit des événements accompagne la Révolution française d'emblée. Il l'accompagne en France, il l'accompagne à l'étranger, les émigrés passant leur temps à essayer de savoir ce qui se passe à Paris, mais aussi, bien entendu, les autres pays européens. La question du récit, de ce qui, en gros, que se passe-t-il à Paris? Paris brûle-t-il? Massacres à Paris? Ou, au contraire, nouveautés, création de lois, création de liberté? Tout cela prend la forme de récits qui sont pratiquement contemporains de l'événement lui-même. Et là, je voudrais faire droit à un débat qui a peut-être n'est plus présent dans toutes les mémoires. C'est le débat qui s'est ouvert entre Sartre, au moment où il a publié la critique de la raison dialectique, et Lévi-Strauss, au moment où il publie La pensée sauvage. Et dans La pensée sauvage, Lévi-Strauss, on ne dirait pas qu'il prend à partie, mais enfin, il prend ses distances avec le livre de Sartre, La critique de la raison dialectique, et il dit, mais finalement, ce livre n'a qu'un seul objet. Il répond à la question, comment, à quelles conditions, le mythe de la Révolution française est-il possible? Et bien entendu, sous la plume de Lévi-Strauss, l'emploi du terme mythe est un emploi quasiment technique. Il va d'ailleurs l'expliquer, je tiens qu'il y a un mythe de la Révolution française. Et dire qu'il y a un mythe de la Révolution française, pour moi, Lévi-Strauss, spécialiste des mythes, c'est dire la manière, c'est dire, que la Révolution française continue d'organiser les représentations que la société française se construit d'elle-même, continue d'organiser les représentations que chaque membre de la société française se fait de lui-même comme membre de cette société, et continue d'organiser les travaux des historiens sur la Révolution française. Et il ajoute, ça n'est pas du tout une dérision, tourner en dérision la Révolution française, c'est au contraire, comme cela se passe dans les sociétés que j'étudie tous les jours, à savoir ce qu'il appelait les sociétés froides, des sociétés où il y a des mythes sur l'origine de la parenté, sur l'origine de la monogamie, sur l'origine des plantes cultivées, etc. Ce sont des mythes qui permettent à ces sociétés de fonctionner en se représentant elles-mêmes. Eh bien, la Révolution française fait partie des mythes qui permettent à la société française, telle qu'elle est au moment où il parle, c'est-à-dire dans les années 60, de fonctionner. Pas besoin de vous dire que Sartre a très mal pris cette façon d'interpréter son travail, mais je ne vais pas m'appesantir sur le débat entre Sartre et Lévi-Strauss, même s'il est intéressant. Je voudrais m'intéresser à autre chose qui est le contre-exemple que donne Lévi-Strauss, c'est-à-dire l'exemple d'un événement historique pas inconnu,
mais qui ne fonctionne plus comme un mythe. Il ne fonctionne pas comme un mythe, et il prend comme exemple la fraude. Il dit, ben voilà, quand nous sommes devant un événement de la fraude, conflit entre la Cour et le Parlement, littéralement, nous ne savons pas comment le situer. Nous ne savons pas comment le situer. Tantôt, nous voyons que le progrès est du côté de la Cour, tantôt, nous pensons que c'est plutôt du côté du Parlement, mais finalement, la manière dont nous voyons les choses remonte, enfin, les éléments d'interprétation, nous les tirons de la Révolution française. En gros, nous cherchons à retrouver la Cour, l'opposition entre la Cour et le Parlement, tels qu'ils ont commencé à mettre en marche le parcours de la Révolution française. Mais la fronde elle-même nous échappe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mythe de la fronde, alors qu'il y a un mythe de la Révolution française. Et je me suis interrogé moi-même sur la question de savoir pourquoi n'est-il pas de mythe de la fronde. Supposons qu'il ait raison, et de fait, bien entendu, il est rare, nous employons le mot fronde, frondeur, mais dans la vie courante, mais sans nous référer par là même aux événements de la fronde. Et en fait, en me penchant sur cette question, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la fronde a pu être considérée, par exemple, par un historien récent, Jean-Marie Goulbeau, comme un des événements majeurs du XVIIe siècle, et en fait, un événement tel qu'il a conduit à l'acceptation pratiquement générale par la société française de l'absolutisme, et cela pour plus d'un siècle. Il faut y réfléchir, de 1660 à 1789, l'absolutisme dure plus d'un siècle, c'est-à-dire qu'il dure, c'est une des formes de gouvernement qui a la plus grande longévité dans l'histoire de France. Je sais bien que l'histoire s'accélère, mais enfin, il faut le noter. Donc ça veut dire que la fronde n'a pas été un petit événement, si l'on mesure l'importance d'un événement à ses conséquences. Mais le point, et qui est à mes yeux fondamental, c'est que la fronde refuse le récit, et cela dès le début. Pourquoi ? D'abord parce que Louis XIV a décidé qu'on n'en parlerait pas. Il avait brûlé les archives du Parlement de Paris, je veux dire la partie des archives du Parlement de Paris qui concernait la période de la fronde, et j'attire votre attention sur le fait que dans Molière, par exemple dans Tartuffe, le seul fait pour Orgon de posséder, non pas de posséder, mais d'avoir conservé une cassette que lui a confiée un ami, qui contient des papiers concernant cette période que Molière appelle la période de nos troubles, c'est-à-dire en fait la période de la fraude. Ce seul fait permet à Tartuffe de dénoncer Orgon de telle façon que la pièce se termine par une descente de police tout à fait comparable à une descente du KGB ou de la Gestapo, où la police entre dans la maison avec comme mission de chasser Orgon, chasser sa famille, qui, du jour au lendemain, en quelques instants, va se trouver réduite à rien socialement. S'il n'y avait pas l'intervention magique du roi, nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Le point est là, c'est que s'il n'y avait pas cette intervention, qui est évidemment présentée comme une intervention magique, s'il n'y avait pas cela, la société d'après la fraude est une société qui ne supporte pas que l'on parle de la fraude.
Et toute la littérature classique de ce qu'on appelle le classicisme de 1660, pas celui de Corneille, mais celui de Racine, celui de Molière, celui de La Fontaine, repose sur le fait qu'on ne parlera pas de la Fronde d'une manière qui soit identifiable clairement. On la trouve obliquement dans les fables de La Fontaine. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Louis XIV regarde La Fontaine avec méfiance. On ne la trouve pas du tout chez Racine, alors que Racine prendra des risques pour parler de Port-Royal. Mais il ne prend aucun risque en ce qui concerne la Fronde. Et les frondeurs eux-mêmes vont cesser de parler de la Fronde. Je pense à La Rochefoucauld, l'écrit des Maximes, les quelques textes concernant la Fronde, nous les connaissons, mais ce sont des textes qui n'ont pas été publiés, qui ont circulé sous le manteau. Et les mémoires du cardinal de Retz sont publiés après la mort de Louis XIV, en 1717, si je ne me trompe, c'est-à-dire à un moment où pratiquement la Fronde, plus personne ne s'en préoccupe. Et le seul qui aurait pu s'en occuper encore, c'était Louis XIV. Or, justement, il est mort. Donc, nous savons, si nous considérons l'histoire française, nous savons ce que sont des événements qui ont pu secouer la société et qui ont refusé le récit. De ce point de vue-là, la Révolution, il faut en mesurer le caractère exceptionnel. Rapprochons-nous dans le temps. Avons-nous un récit véritable de ce qui s'est passé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale? Nous avons un mythe de la résistance, mais avons-nous un récit de la collaboration? Avons-nous même un récit de la chute de la Troisième République, de la manière dont s'est passé le vote des pleins pouvoirs à Pétain? Nous avons des anecdotes, nous avons des bribes, des éléments d'archives, des bribes de récits, des souvenirs, mais nous n'avons pas de récit. Je pourrais dire la même chose pour la guerre d'Algérie. Nous n'avons pas de récit de la guerre d'Algérie qui prenne l'ensemble des déterminations de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire pas seulement les opérations militaires, mais aussi les fractures qui se sont déployées au sein de la société française. Avons-nous un récit de la chute de la Quatrième République et de ce coup d'État qui n'a pas dit son nom, qui a été la prise du pouvoir par le général de Gaulle? Et je pourrais continuer, notamment sur mai 68, sur le gauchisme. Le gauchisme italien a donné lieu à un roman qui s'appelle Le nom de la rose, qui de manière allégorique raconte le gauchisme italien. Il n'y a pas de roman, de récit du gauchisme français d'après 68, les années qu'évoquait Pierre Cernat, dont je connais une partie seulement. Je ne connais pas l'ensemble des choses, mais j'en connais assez pour mesurer l'absence de récit. Et cette absence de récit tenait au fait que, dans une certaine mesure, comme la Fronde, enfin peut-être, les acteurs de cette période, je veux dire les gauchistes eux-mêmes, ont refusé le récit. Il y a eu quelques romans, mais qui sont des romans qui, d'un certain point de vue, disent « eh bien, il n'y a pas de récit à faire ». Ce sont des romans qui se dénient eux-mêmes comme récit. Donc, je répète, il y a une singularité de la Révolution. Je répète aussi qu'il y a une singularité de l'Empire, mais elle se résout
tout simplement parce que le récit de l'Empire a été nourri par Napoléon lui-même. Alors que, dans le cas de la Révolution, le récit de la Révolution est un récit qui est d'emblée multiple, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de groupe de vainqueurs. Il n'y a pas eu de groupe de vainqueurs, et la vieille thèse suivant laquelle l'histoire est faite par les vainqueurs ou pour les vainqueurs ne peut pas s'appliquer là. De qui peut-on dire, de qui en tant que personne, en tant que groupe, de qui peut-on dire qu'ils sont les vainqueurs de la Révolution? Certainement pas des Napoléoniens. Pour eux, il s'agit de dire que la Révolution est finie pour que le consulat puisse s'installer et pour que l'Empire puisse s'installer sur la fin du consulat. Certainement pas les révolutionnaires eux-mêmes. Ceux qui ont survécu survivent dans l'espace de la surprise d'avoir survécu. La surprise de Sieyès. J'ai survécu. Il dit j'ai vécu, mais ça veut dire j'ai survécu. Mais même avec la Restauration, jamais un royaliste n'aurait dit qu'il est vainqueur. N'a qu'à lire Chateaubriand. Il considère la Révolution comme un désastre par rapport à ce qui lui importe. Donc il n'y a pas de groupe de vainqueurs. Et ça fait une grande différence entre la Révolution française et la Révolution russe, enfin soviétique, et la Révolution chinoise. Où là, il y a un groupe de vainqueurs. Et donc, il y a un récit de la Révolution soviétique. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est le récit des vainqueurs. Il y a un récit de la Révolution chinoise. En fait, nous n'avons à notre disposition, concernant la Révolution chinoise, que le récit des vainqueurs, pour le moment. Donc, je dirais que la Révolution française est non seulement originale, singulière, en cela qu'elle demande tout de suite le récit, mais elle est originale et singulière en cela que ce récit est d'emblée un récit pluriel. D'emblée, vous avez des récits révolutionnaires, contre-révolutionnaires, conciliateurs, etc. Et évidemment, chez les historiens, cette pluralité du récit s'est traduite en école. Hollard, qui pendant un temps a centré la Révolution autour de Danton, ne l'a pas centré jusqu'au bout autour de Danton. Sa position sur Danton a changé au cours du temps. Enfin, première période, il a centré la Révolution autour de Danton. Mathiez l'a centré autour de Robespierre. Ensuite, est venue l'école marxiste qui a pesé de tout son poids. Et avec l'école marxiste est arrivé ce que j'appelle dans mon livre Relire la Révolution, que Pierre Cernat a l'amabilité de citer, la croyance révolutionnaire. C'est-à-dire que le récit de la Révolution française devient une pierre de construction de ce récit qui est le récit canonique des révolutions, avec un certain nombre d'épisodes que le canon révolutionnaire, dont le canon révolutionnaire exige la présence. Pas forcément de tous, mais de la plupart. Il y a une sorte de morphologie du récit révolutionnaire, comme chez Propp, le spécialiste du folklore russe, il y a une morphologie du conte folklorique. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui doivent être présents. Pas forcément tous, mais une bonne partie, sinon tous.
travail de François Furet, que dont je ne partage pas les prémices et dont je ne partage pas les conclusions, est un travail qui se présente, qui a néanmoins la validité de mettre en doute ce qui était devenu le grand récit de la Révolution comme grand récit révolutionnaire. Et donc, comme en quelque sorte, fractal de récits, des grands récits de toutes les grandes révolutions. De ce point de vue-là, il y a un rapport de complémentarité entre le livre sur Penser la Révolution et le livre sur la Révolution soviétique, la tradition révolutionnaire elle-même, le passé d'une illusion. Mais je voudrais commenter quelque chose d'un peu plus précis, c'est ce que j'appellerais le grand œuvre de Furet et de Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française. Quel est l'axiome qui fonde l'existence de ce dictionnaire critique? C'est de dire, pour aborder la Révolution française, le récit n'est pas la bonne forme. Il faut aborder la Révolution française comme d'aucuns ont abordé la comédie humaine en faisant un dictionnaire de la comédie humaine. On a les personnages de la comédie humaine par ordre alphabétique, et à chacun on associe les éléments que Balzac donne dans ses romans. Et ça revient à dire qu'après tout, la Révolution française au singulier, avec ce nom, la Révolution française, n'a pas plus d'existence que la comédie humaine. Puisqu'après tout, qui est-ce qui lit la comédie humaine? On lit des romans de Balzac, mais on ne dit pas, aujourd'hui, je vais fermer la porte et je vais lire la comédie humaine. Il y a des gens qui l'ont fait pour Proust. Ils disent, ces vacances d'été, je lirai La Recherche du temps perdu. Je ne connais personne qui ait fait cela pour la comédie humaine. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de vrai à dire que la comédie humaine, dont le titre est venu, il faut le dire, après coup, en référence à la Divine Comédie de Dante, la comédie humaine existe fondamentalement par les divers romans et récits qui la composent. Mais il n'y a pas la comédie humaine au singulier. D'où la légitimité de cette approche par le biais d'un dictionnaire de la comédie humaine. Eh bien, je dirais que François Furet opère de la même manière à l'égard de la Révolution française. La Révolution française n'est pas de l'ordre d'un grand récit, ce sont des facettes dont chacune peut prendre la forme d'un récit, pas forcément toutes, mais enfin beaucoup peuvent prendre la forme d'un récit bien délimité, mais certainement pas la forme d'un grand récit où l'on commence en quelque sorte par les prémices, mais avec un C, enfin les premiers mouvements de l'événement, on continue par les différentes phases, et puis on arrive à une phase finale. Grand récit de quoi? Grand récit de la liberté, dira-t-on, grand récit de la compassion, dirait Hannah Arendt, grand récit de la lutte de l'ancien et du nouveau, c'est la position maoïste, avec cette phrase qui résume tellement bien la conception du grand récit: lutte, échec, nouvel échec,
et ceci jusqu'à la victoire finale. Voilà la logique du grand récit révolutionnaire. François Furet a refusé cela. Et à mes yeux, il a eu raison de refuser cela s'il s'agit, en refusant cela, de mettre de côté, en quelque sorte, le préjugé que constitue la croyance révolutionnaire. Il n'y a aucune raison, si l'on croit aux révolutions, il n'y a aucune raison qu'il y ait une forme canonique des révolutions. La Révolution française a inventé sa propre forme révolutionnaire. Si la Révolution soviétique est une révolution, c'est une question que je pose, il aurait fallu, et peut-être ne l'a-t-elle pas fait, qu'elle invente sa propre forme révolutionnaire. Si la Révolution chinoise est une révolution, il aurait fallu qu'elle invente sa propre forme révolutionnaire. Et en fait, les Chinois l'ont fait. Mais ils ne l'ont pas fait au moment de ce qu'on appelle la Révolution chinoise. Ils l'ont fait au moment de la Révolution culturelle. La Révolution culturelle est un événement majeur, parce qu'il invente une révolution portant sur des objets que jusque-là, les révolutions n'avaient jamais touchés. Autrement dit, par exemple, pour la Chine, toucher au confucianisme. C'est aussi extraordinaire que de toucher au calendrier chrétien, ce qu'ont fait les révolutionnaires français. Mais allons plus avant. La révolution culturelle a touché à quelque chose qui est une sorte de secret de l'anthropologie comme telle, des sociétés comme telles, à savoir ce qui, dans le langage de la révolution culturelle, s'appelle l'idéologie de la survie. Autrement dit, ce que dit la révolution culturelle, c'est que ce qu'on croyait être la raison d'être des formes politiques, des formes sociales, des cultures de manière générale, au sens le plus large, à savoir permettre la survie des êtres humains, eh bien ça, c'est de l'idéologie. La révolution doit être fondée sur le principe « la survie n'a aucune espèce d'importance ». Ça n'a rien à voir avec le sacrifice. C'est pas du tout comme le sacrifice chrétien. Si il n'est pas besoin qu'on meure, on ne mourra pas. Mais s'il n'est pas besoin qu'on vive, eh bien on ne vivra pas. Il n'y a pas de principe qui l'emporte sur l'autre. La révolution culturelle, qui évidemment est ce dont il ne faut pas parler en Chine. Il faut parler de Mao Tse-tung, mais pas la révolution culturelle. La révolution culturelle, c'est le moment où la révolution chinoise invente sa propre forme. Où ça conduise à la catastrophe, aucun doute. Il est impossible de renoncer, à mon avis, au principe de survie sans adopter le principe un massacre vaut toujours la peine d'être accompli. Renoncer au principe de survie, c'est-à-dire renoncer à la culture comme telle. Je veux dire, la culture en tant qu'elle se sépare de la nature. C'est pas pour rien que la révolution culturelle s'appelle culturelle, précisément. C'est pas culturel au sens où l'on parle d'activité culturelle au ministère de la Culture. C'est toute forme culturelle, en tant que telle. Toute forme culturelle, en tant que telle, est une forme qui organise pour l'être humain
les divers modes de sa survie et aussi de son passage de vie à trépas, de telle façon que les survivants puissent supporter le fait brut de la mortalité. Eh bien, en balayant cela, la révolution culturelle chinoise invente quelque chose qui n'a pas de précédent. J'ai employé le mot « grand récit », ce n'est pas du tout par hasard. Le grand récit est une notion qui occupe à présent une place très importante dans le dispositif de langue française. Et je voudrais remarquer en passant que cette expression « je pense » vient de Foucault, et Foucault l'emploie toujours de manière péjorative, c'est-à-dire que le grand récit, c'est toujours le récit des autres, celui par rapport auquel il va s'opposer. Et lui-même va prétendre quoi? Alors, est-ce que c'est substituer un autre récit au grand récit, ou est-ce que c'est renoncer à la forme récit elle-même? C'est une vraie question. Et concernant la Révolution française, c'est une question majeure, puisque, après tout, ce qu'a rappelé Pierre Cernat, c'est l'importance de le nôtre. En face de la grande histoire, qui est le grand récit de la Révolution française, auquel les historiens pensent apporter leur contribution, il y a la petite histoire qui est faite du petit récit. Quel est le problème? Il est majeur en vérité. J'attire votre attention sur un livre qui vient de paraître en français, qui est paru il y a un an, je crois, ou deux en anglais, qui a été traduit sous le terme Homo domesticus, dont l'auteur est appelons-le un anthropologue de langue anglaise, états-unien, qui s'appelle Scott, je crois Michael, je crois, c'est son prénom. L'objet du livre, c'est de démontrer que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il n'y a pas... Non, premièrement, il est possible que l'agriculture ait été une catastrophe pour l'humanité. En termes de rendement, de rapport entre travail et production de subsistance, on peut prouver, je ne vais pas discuter les preuves, je les enregistre comme telles, que les chasseurs-cueilleurs s'en tiraient beaucoup mieux que les agriculteurs, qui doivent travailler beaucoup plus longtemps. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'articulation, contrairement à ce qu'on croyait, entre l'émergence de l'agriculture et l'émergence des États. En fait, on trouve des traces d'agriculture là où il n'y a pas d'État, et on trouve des États où l'agriculture n'est pas encore constituée. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent en cause? Je lis la traduction française, qui se lit très, très bien, et je vois tous les tournants du texte. Nous récusons le grand récit de la naissance de la civilisation. Nous récusons le grand récit de la naissance de l'État. Nous récusons le grand récit de la naissance des plantes cultivées. Je vois le grand récit à tous les paragraphes, j'exagère un peu, très souvent, un chapitre qui s'intitule Le grand récit des plantes cultivées. Et je me dis, bon, je vais me reporter au texte anglais. Évidemment,
ce que je pensais trouver, et exactement ce que je trouvais, c'est qu'il n'y a pas l'expression grand récit dans le texte anglais. Dans le texte anglais, il y a simplement l'expression narratives au pluriel. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire, je comprends très bien, que le traducteur, pour donner accès à ce qui est en jeu dans le texte anglais, emploie une expression que les lecteurs de Foucault reconnaissent tout de suite, qui est la thématique du grand récit. Grand récit, grand en quoi? Indépendamment du caractère polémique du terme. En quoi est-il grand? Il est grand en tant qu'il met ensemble toute une série d'aspects. Là, en l'occurrence, le passage du paléolithique au néolithique, l'apparition des plantes cultivées, l'apparition de l'élevage, la mise à l'écart de la chasse et de la cueillette, qui continue sous forme de complément de ressources, mais pas comme ressources fondamentales, la constitution des États, les systèmes d'irrigation, l'écriture, l'esclavage, enfin toute une série de phénomènes à la fois différents, ou en tout cas différenciables, et que le grand récit permet de mettre ensemble, de construire dans une relation pensée, mais il est grand aussi en ceci qu'il couvre une longue période. Alors évidemment, là on est dans le domaine où, comme il n'y a pas de preuves, les historiens travaillent sur des périodes qui sont de l'ordre des millénaires. Plus les archives deviennent riches, plus les grands récits, si j'ose dire, rétrécissent en taille. Le grand récit de la Révolution française, il s'étend sur 200 ans, quelque chose comme ça. Le grand récit de l'agriculture, il s'étend sur des millénaires. Avec, par voie de conséquence, des récits qui sont affectés par des évolutions du type climatique, qui sont, disons, à l'échelle géologique, pratiquement. Presque. Donc, ce sont des grands récits aussi parce qu'ils rassemblent le plus grand assentiment, une sorte d'assentiment immédiat. Donc le terme grand récit entre en distribution dans le texte de Scott avec le terme orthodoxie. Et je dirais que fondamentalement, ce qui m'a frappé dans la logique ou dans l'approche du colloque tel que je le percevais à travers de votre colloque tel que je le percevais à travers les diverses contributions, les titres des diverses contributions, c'était que justement, il n'y avait pas d'horizon du grand récit. La Révolution française, pour autant, n'est pas niée. Autrement dit, ce n'est pas comme chez Furet, où, parce qu'il n'y a pas de grand récit de la Révolution française n'est qu'un nom, en vérité. Il y a un nominalisme chez Furet à l'égard du nom Révolution française, c'est un nom, une commodité. On pourrait dire presque une petite pratique pédagogique. C'est parce qu'on a besoin de faire des programmes scolaires qui soient simples et lisibles pour les malheureux ignorants que sont les élèves et les malheureux salariés que sont les professeurs, on emploie le mot Révolution française. Mais les historiens devraient savoir que non, il n'y a pas de Révolution française. Qu'il y a des choses très intéressantes du côté de l'Assemblée des notables. En fait, l'essentiel de ce qui devait être, de ce qui a été fait par la Révolution française et conservé par la suite, c'était déjà dans l'Assemblée des notables. Pour le reste, c'est un détour du maintien de l'ordre, en vérité. Il y a des troubles dans les campagnes, il y a des troubles dans les villes,
Il y a donc des divisions au sein des partis, mais ça, si je veux dire, c'est du tissu conjonctif. Les historiens devraient comprendre que ça relève justement de ce dont l'histoire ne doit pas s'occuper. Ça relève de ce qui va apparaître concernant la révolution soviétique comme une illusion. Si les historiens ont pour devoir de dénoncer le passé d'une illusion, ça veut dire qu'ils doivent comprendre que la Révolution française, c'est une illusion qui est passée. Ce n'est pas du tout ma position. En revanche, ce sur quoi je consens, mais pas seulement à cause de Furet, aussi par ma propre expérience, aussi par les divers travaux et par ce travail remarquable qui a été mené par Scott sur ce que d'aucuns, par exemple Alain Badiou, appellent finalement la seule vraie révolution, à savoir la révolution du néolithique. Je crois effectivement que le grand récit est un piège pour tout le monde. Pas seulement pour les historiens, mais pour tout le monde. Pour tous les membres d'une société qui ont affaire à une figure de leur propre passé. Je dirais que le piège du grand récit, c'est qu'il n'y a de grand récit que s'il y a rupture. Il n'y a de grand récit que pour rendre compte, par la voie du récit, de rupture. Et le grand récit devient grand à partir du moment où il arrive à articuler les unes aux autres diverses ruptures. Le grand récit de la Révolution française, en quoi sera-t-il un grand récit? C'est en articulant dans une visée unitaire, je vais revenir sur cette question de l'unitaire, des ruptures qui sont la rupture sociale, fin des ordres, fin de l'aristocratie, du tiers-état, etc. La rupture politique, fin de l'absolutisme, fin de la royauté, disparition, ou en tout cas fragilisation de plus en plus incontournable de ce qui paraissait la forme la plus naturelle de gouvernement, à savoir la monarchie. Les ruptures dans la vision du monde, marquées par exemple, par le changement de calendrier, par le changement de poids et de mesure, le système métrique, par la mise en cause de ce qui paraissait là aussi une évidence, à savoir qu'une forme politique ne peut pas être reliée à une forme religieuse. La question de la religion civile est certes la mise en place d'une religion qui correspond à la forme nouvelle de gouvernement, mais en même temps, elle montre la contingence, le caractère contingent, possiblement contingent, de la relation entre le politique et le théologique. Tout cela, le grand récit le met ensemble. Et pourtant, en le mettant ensemble de telle façon que l'on a une consécution ordonnée dans le temps et une consécution ordonnée dans la causalité, en fait, on érode le caractère précisément de rupture d'une rupture. La rupture a ceci de propre que
la loi de succession cesse de fonctionner. Quand il y a rupture, ce qui suit n'apparaît pas comme la suite de ce qui a précédé. La rupture rompt le principe de causalité. Ce qui est présenté comme effet de la cause n'est pas à la mesure de la cause. Soit que ce soit plus, soit que ce soit moins. Soit qu'on s'extasie devant la petitesse de la cause, mettons la prise de la Bastille, une petite échauffourée de rien, c'est la position de Napoléon, en disant, enfin, s'il n'avait tenu qu'à moi, la prise de la Bastille, c'était réglé en un quart d'heure. Donc la petitesse de la cause et l'importance des effets. Mais ça veut dire que le principe de causalité suivant laquelle les effets et la cause sont adéquats l'un à l'autre est rompu. Et pourtant, s'il y a récit, c'est pour sauver le principe de causalité, et c'est pour sauver le principe de succession, et c'est pour sauver le principe de continuité. Je dirais donc qu'il serait peut-être temps de s'affranchir de ce paradoxe. Et je cite très volontiers un écrivain pour qui la forme révolution a compté, même si ça n'était pas forcément, comme on dit, un homme de gauche, ou en tout cas pas tout le temps, c'est Péguy. Charles Péguy. Charles Péguy avait une expression que j'aime beaucoup. Il parlait de falaise. Il parle de lui-même, en parlant d'un recueil de ses propres proses, paru en 1910. Je puis me vanter qu'il n'y a pas dans tout le volume un seul plan incliné, ni une dégradation. Je puis me vanter qu'il n'y a pas dans tout le volume un morceau qui ne commence et qui ne finisse en falaise. Et dans un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, il fait son propre éloge, là encore. Il venait publier un communiqué dans un bulletin quelconque, et M. Fernand Laudet avait pris ce communiqué à partie, et Péguy répond « Quoi de plus imposant que cette absence de signature au bas du communiqué, ni titre, ni signature, nulle montée, nulle descente, nul accès, nulle porte de sortie, nul vestibule, un beau plateau coupé en falaise. » Eh bien, je dirais qu'il serait peut-être temps non pas de rompre la relation qui s'était nouée entre la Révolution française et le roman français. Le roman français, le roman de Balzac, a orienté le récit de la Révolution française vers le grand récit, c'est-à-dire vers la causalité, vers la succession et vers ce qu'on pourrait appeler la perspective. Il est peut-être temps aujourd'hui de laisser aux falaises leur structure de falaise. Je ne prétends pas, pour ma part, y avoir réussi, mais c'est ce que j'ai essayé de faire en m'interrogeant sur une phrase, fondamentalement une phrase, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Comment cette phrase est-elle construite? Que veut-elle dire? Et bien entendu, je sais parfaitement que cette phrase, elle naît de quelque chose. Elle a une origine. Les historiens ont discuté, est-ce que c'est le luthéranisme, est-ce que c'est le jansénisme, est-ce que c'est une rupture avec le christianisme, etc. Mon propos a été de dire tout ça c'est très bien, mais prenons la phrase en tant qu'elle fait effet de falaise. Qu'est-ce qui coupe dans cette phrase?
De la même manière, c'est en prenant le dernier discours de Robespierre, le discours qui a précipité sa chute, après l'avoir apparemment empêché, en prenant ce discours comme une falaise, comme cette espèce de paroi dont on essaye de prendre la dimension de discontinuité comme telle. Alors je ne prétends pas ni que j'y ai réussi, ni que ce soit un modèle, mais il me semble que, au fond, les historiens ont fait leur travail concernant la Révolution française en ce qui concerne la construction de grands récits. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y en avoir d'autres, plus équilibrés, mieux. Ce faisant, ils ont abandonné les petits récits à des gens comme le nôtre. Et ce n'est pas pour rien que le nôtre a tellement de succès. C'est parce que le petit récit est en quelque sorte, je dirais, il est comme les ronds-points pour les gilets jaunes. C'est un endroit où c'est à sa taille. Ce sont des petites vies au sein de qui ont un principe de continuité qui est simplement le principe de la survie. Comment on a survécu en étant, je ne sais pas moi, collectionneur de meubles. Moi, j'ai lu pas mal de Le Nôtre. Donc, comment on survit pendant la Révolution française en collectionnant des meubles du type versaillais. Comment on survit en ayant été une courtisane très aimée du comte d'Artois, et quand on traverse la Révolution, quand arrive la Restauration, la pauvre dame se précipite. Elle est devenue une vieille dame, surnommée l'As de pique par ses voisins, et se précipite. Et le comte d'Artois, qui est le futur Charles X, me dit « Mais mademoiselle une telle est là », et il croit retrouver sa jeunesse, et il voit une dame sans cheveux et sans dents, et il lui dit « Ah madame, comme nous avons vieilli », et il lui tourne le dos et il s'en va. Peut-être plus galant, mais enfin bon. C'est ce genre de choses qu'on trouve chez le nôtre. Et je crois qu'il faut faire droit à ce genre de choses. C'est-à-dire que pour que l'effet de falaise soit saisi, il faut le saisir comme tel et qu'il soit dans le plus grand contraste possible avec, justement, ces principes de continuité que sont ces petits récits, les vies minuscules, comme dirait Pierre Michon. Pas par hasard qu'il écrit d'un côté des vies minuscules et de l'autre côté des 11, où on a d'un côté des vies minuscules et puis de l'autre quelque chose qui se termine par Lascaux, c'est-à-dire quoi? Un mur pariétal, où la Révolution française va se peindre comme un tableau. Ce sont les deux dimensions. Je crois que les historiens ont fait leur travail concernant ce qui est de l'ordre du grand récit de la Révolution française. Et qu'il est peut-être temps, en tout cas il est possible, d'aborder avec des éclairages différents ce que j'appelle l'effet de falaise, c'est-à-dire aussi des effets d'éclairage rasant qui font apparaître des reliefs différents, des effets de parcours qui se heurtent à quelque chose de telle façon que votre collègue vous dira « Arrête de pagayer, tu attaques la falaise ». Effectivement, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire à un historien, qu'il attaque la falaise à force de pagayer par ses recherches. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci.
merci Jean-Claude Vignon pour cette conférence. Je souhaitais, j'espérais, j'attendais secrètement que ce soit ce que vous avez fait, c'est-à-dire immédiatement en face d'un défi intellectuel essentiel, et je suis très heureux de m'avoir entendu. J'ai pris quelques 15 pages de notes, et puis je vous prie de revenir là-dessus. Je vais terminer, bien évidemment, en essayant de reprendre au rebond ce que vous avez dit sur cet effet de falaise, comme un défi que vous nous lancez, à nous, historiens, en réinterrogeant donc les régimes d'historicité que nous utilisons sans les interroger, puisqu'ils font partie des logiques d'apprentissage chronologique qu'on nous enseigne depuis que l'on nous dit que l'histoire est une chronologie. Et donc, ça renvoie évidemment à un phénomène qui me semble important. Je ne voudrais pas monopoliser. Je vais me mesurer, parce que sinon j'ai tellement goût à commenter ce que vous avez dit que j'en oublierai de laisser la parole. Mais très rapidement. Au fond, ce que vous critiquez au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vous nous aidez à penser à partir de localités, comment les mettre mieux en valeur. Voilà. Ce que vous critiquez, c'est quelque chose qui naît, puisque vous l'avez cité avec Jean-Marie Goullemeau, quelque chose qui naît en 1734, très précisément, qui sont les lettres philosophiques de Voltaire, et qui va être repris dans l'article Révolution de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est-à-dire que si l'on fait sortir l'histoire de la contingence métaphysique, dont, bien sûr, la fin comme étant un Deus ex machina, étant la possibilité permanente de transformer l'histoire en une falaise que la parole du roi écrit, parce que c'est une parole performative qui peut trancher le paysage, le Deus ex machina et la falaise, l'opposition qui se constitue pendant le XVIIIe siècle à partir du texte Les lettres philosophiques de Voltaire, et justement la position critique de cette rupture de falaise par la recherche de la causalité. Relisez la lettre 8 des lettres philosophiques de Voltaire sur la comparaison d'une révolution réussie, la révolution de 1688, qui avait pour cause donc Stuart, qui lui-même avait pour cause le dérèglement de la monarchie, qui elle-même avait pour cause le dérèglement des impôts et de la guerre, et finalement qui avait pour cause la quête de la liberté. La liberté est ce qui mène les Anglais. Et Voltaire l'explique de telle sorte que c'est ça, désormais, la linéarité de l'histoire anglaise, c'est la défense de la liberté. Dans la même lettre, oh combien j'étais heureux de vous entendre, Jean-Claude Milner, Voltaire écrit en 1734, quand nous faisons une révolution, et il parle de la fronde, ce sont des petits seigneurs qui défendent leur, au pluriel, liberté, au pluriel. Et il dit, voilà l'échec. Nous avons fait une révolution qui avait simplement pour but de défendre les libertés, mais d'un groupe social déjà dominant. D'où l'échec de la révolution. Quand les Anglais ont fait la révolution, ils se sont donné tellement de possibilités légales d'établir la causalité qui rompait avec une histoire falaise, qu'ils sont allés jusqu'à condamner à mort le roi. C'est-à-dire Charles Ier a eu la tête coupée. Et cela s'inscrivait dans cette histoire
Voilà. Donc, on a en fait quelque chose qui est très intéressant parce que tout l'impensé d'une culture des Lumières reconstruite sur la culture républicaine de la Première République, puis surtout de la Troisième République, entend construire une sorte de linéarité qui serait à la française la conquête d'une liberté qui ne serait plus comme celle des Anglais, celle de la cause, mais celle d'une projection dans le futur. D'où la peur, pour l'historien de la Révolution française, de s'appliquer à lui-même dans son écriture ce qu'est la Révolution, c'est-à-dire la rupture. D'où, bien sûr, l'espèce de aporie que vous voyez très bien entre être de métier historien de la Révolution française et trouver un juste récit de Révolution française. Et bien évidemment, la position aisée, non pas que ce soit facile, mais la position aisée de François Furet, connaissant parfaitement bien le récit marxien, peut-être le plus grand spécialiste d'ailleurs de Marx, parmi les révolutionnaires, parmi les historiens de la Révolution, et lui-même le déconstruisant et trouvant dans la déconstruction, et donc dans la construction de Falaise et d'autant d'atomisation, de fragmentation, de mise en miettes de la Révolution dans l'entrée du dictionnaire, de possibilités de triompher par rapport à une logique qui serait celle que vous avez décrite. Alors, la question que je vous pose est la suivante, parce qu'il faut que d'autres posent des questions. Est-ce que, fondamentalement, pas l'erreur, mais la faute vertueuse des historiens de la Révolution, c'est d'utiliser un paradigme temporel qui est post-révolutionnaire, c'est-à-dire un paradigme temporel qui est celui d'un hégélianisme appliqué à celui de la Révolution française. C'est-à-dire un hégélianisme qui penserait la Révolution comme étant celle de la naissance de l'État. Fondamentalement, la construction d'un nouvel État. Et qui aurait oublié, en se projetant dans ce futur, par cette mythographie inversée, telle que Reinhard Koselleck l'a montré de façon extraordinaire, la Révolution change le sens du mot mythe. Le mythe est un récit originel. La Révolution opère une volte, opère un retournement du mot mythe qui devient un horizon d'idéalité. Ça, c'était pas rien quand même. La Révolution a transformé le mythe en projection du futur. C'est-à-dire que l'horizon d'idéalité, c'est notre mythe. Évidemment. Donc là, ce n'est pas rien quand même. Mais en construisant cela, il y a entre les deux Hegel qui dit c'est la naissance de l'État. La nation, la structure, l'institution. Et je crois avoir compris, en fait, que ce que vous dites, enfin, du moins, chacun a compris ce que vous dites en fonction de ses petits moyens. Et moi, mes petits moyens, c'est Denis Diderot, qui est le penseur, le anté-hégélien, avant la Révolution, qui dit « un paradoxe n'est pas une fausseté ». Jacques, le fataliste, dit à son maître « mais un paradoxe n'est pas une fausseté ». Puisque tout le récit de Jacques avec son maître, c'est constamment de contrarier la causalité. Il lui dit comment il va être blessé à Fontenoy, puis ça part dans tous les sens. Il lui dit comment il a séduit une femme qui s'appelle Denise, ça part dans tous les sens. Puis Madame de la Pommeraye arrive au même temps. Puis Diderot commence à parler au lecteur. On va d'une falaise, on saute d'une falaise à l'autre dans Jacques le fataliste. Et à la fin, Jacques dit à son maître, un paradoxe n'est pas une fausseté. Et ça, il faudrait, si j'ai bien compris, retrouver cela. C'est-à-dire un esprit qui, sans rentrer dans la causalité, qui ferait de la Révolution une fille des Lumières, tiens, c'est bizarre que Chartier nous ait appris que la Révolution n'était pas fille des Lumières et qu'il écrive 2 ans après un bouquin qui s'appelle « L'histoire au bord de la falaise ». C'est peut-être un rapport, non ? Sans faire de la Révolution une fille des Lumières, revenir à la pensée qui était celle des hommes d'avant la Révolution. Un paradoxe n'est pas une fausseté, qui était à des années-lumière de la logique hégélienne. Moi, j'ai appris cela
Je vais essayer de le faire. Je ne sais pas si je vais réussir. Je vais essayer de le faire. Je vous en remercie. Voilà.